de demain peut-elle être plus verte et plus autonome en énergie? Serons-nous capables, ensemble, de façonner une ville bienveillante qui prône le respect et l'entraide? La ville de demain peut-elle être plus connectée, c'est-à-dire plus inclusive, connecter les humains et connecter avec la nature? Quelles seront les nouvelles façons de travailler dans la ville de demain? Comment va-t-on pouvoir concilier à la fois la ville verte, la ville dense, la ville connectée et la ville créative? Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents ce matin et d'avoir patienté ces quelques minutes pour ce premier événement live organisé par Seuil Architecture pour inspirer ensemble la ville et la vie d'après que j'ai l'immense plaisir d'animer. La crise que nous venons de traverser avec la Covid et qui n'est du reste pas terminée nous a tous incités à repenser notre société et la période à venir pourrait bien être celle où l'on rebat les cartes. C'est ce que vous nous invitez à faire aujourd'hui, Leslie et Philippe Consalves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux diplômés de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Vous êtes d'ailleurs, Philippe, président de l'Ordre des architectes d'Occitanie et vous avez fondé ensemble le groupe D'un Seuil à l'autre, dont Seuil Architecture fait partie en 2005. Vos credos, la co-conception participative et la construction durable, deux domaines d'expertise pour lesquels vous êtes aujourd'hui reconnus avec quelques grandes réalisations à votre actif. On peut citer par exemple l'usine AERM à Pujaudran dans le Gers ou encore l'habitat participatif sur mesure à Bricop dans le quartier de la Cartoucherie à Toulouse. On y reviendra. Vous êtes donc à l'initiative de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Une première question, pourquoi cette envie? Leslie? Oui, on a l'habitude de faire depuis plusieurs années des événements plutôt physiques. Aujourd'hui, on est à notre 8e édition. On invite à ces événements-là nos clients, nos partenaires, nos amis, plutôt dans un mode de convivialité pour présenter aussi ce que l'on fait et surtout nous ouvrir à d'autres disciplines. Ça, c'est important pour nous. Cette année, on a été inspiré par deux éléments. Le premier, c'est trouver une autre façon finalement de valoriser cet événement, mais par le live. Voilà, ça me semblait plus cohérent en tout cas quand on l'a préparé. Et sur une problématique aussi d'inspirer la ville. On a été amené à échanger pendant la période de confinement avec des personnes qui étaient vraiment dans une forme d'angoisse, de crainte sur la ville d'après. Nous, il nous semblait que les architectes ont un rôle à jouer là-dedans. Et donc, on a voulu profiter de ça pour faire cet événement-là. On va en reparler tout de suite. Pour partager vos inspirations, les inspirations de tous et en débattre, vous avez invité Emmanuel Druon, qui n'est, selon ses propres dires, ni architecte ni urbaniste, mais un acteur d'une autre manière d'entreprendre. Bonjour Emmanuel Druon. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le dirigeant de Pocheco, une usine que vous présidez depuis 25 ans, qui fabrique des enveloppes dans le nord de la France. En faisant évoluer le site et la production, vous avez mis en lumière le concept d'écolonomie, notamment à travers deux ouvrages, l'économie entreprendre sans détruire et le second volet qui sort à peine des presses d'Actes Sud, Économie 2, la transformation créatrice. Vous êtes en direct depuis les Hauts-de-France, tandis que Dominique Gozin-Müller est, elle, en lien avec nous depuis Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne. Bonjour Dominique Gozin-Müller. Bonjour. Vous êtes une professionnelle multiple. Vous vous intéressez dès vos débuts dans la profession à l'architecture écologique, au bois, à la terre crue ou encore à la fibre végétale.
Vous êtes autrice de nombreux ouvrages et publications parus et traduites en plusieurs langues. L'écriture est d'ailleurs votre passion. Vous enseignez. Vous êtes professeur honoraire à la chaire UNESCO Architecture de terre, culture constructive et développement durable et coordinatrice des prix Terra Award et Fibra Award. Pour finir, citons le manifeste pour une frugalité heureuse que vous avez co-rédigé et qui ouvre des alternatives, je vous cite, aux visions technicistes, productivistes, gaspilleuses en énergie et en ressources de toutes sortes. Merci d'être avec nous ce matin. Et je termine ce tour de table de présentation avec notre grand témoin, Yann Ferguson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur d'une thèse sur le système de fabrication de la ville, pour le dire un peu rapidement. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ICAM de Toulouse et vous vous intéressez en particulier aux transitions sociales, transitions écologiques et au pont entre les deux. Ce matin, vous allez nous aider à mettre en perspective les échanges. Merci d'avoir accepté le défi. Et merci à tous les participants qui ont envoyé de très nombreuses questions que nous avons reprises en préparant cette émission pour l'organiser. On démarre tout de suite nos échanges sur un premier thème, et non des moindres. Les participants à cette rencontre ont posé beaucoup de questions sur ce sujet. Comment penser une ville plus verte, plus écologique, plus résiliente? Leslie et Philippe Gonçalves, je vous propose de prendre comme point de départ la lettre que vous avez adressée à vos enfants, Tess et Esteban, pendant le confinement de ce printemps. Vous vous êtes placés en 2035 et vous avez regardé que le rôle que les architectes ont joué dans une transition écologique et sociale réussie. Quel est ce rôle, Philippe? Alors effectivement, on a une profession en tant qu'architecte qui est au croisé d'énormément de disciplines en fait, qui façonnent et qui fabriquent la ville, le territoire, même de manière plus large, aux côtés d'urbanistes, de paysagistes, d'un spécialiste de mobilité, etc. Et donc, on a aussi une habitude de gérer la complexité. La complexité elle est partie complètement intégrante de la manière dont on aborde ces sujets-là et ces questions. Et donc, tout naturellement, durant cette période de crainte et de peur, effectivement, on a souhaité transformer cette peur en incarnant et en dessinant nous-mêmes une projection, puisqu'on part du principe que l'avenir ne se prépare pas, ne se visualise pas, il se prépare. Donc, oui. Il faut effectivement mettre en place des petits échelons pour arriver à effectivement un avenir désiré. Donc c'est en ce sens qu'on s'est mis à l'action. Donc, gérons ensemble la complexité et tentons de la simplifier. Dans cette lettre, vous évoquez notamment les matériaux biosourcés, le bois, la paille, le chanvre par exemple, les matériaux géosourcés également, la terre, la pierre, ou issus du réemploi. Et ces matériaux, vous les présentez en alternative au béton dans une majorité des cas. Pourquoi ces choix de matériaux? Philippe? Alors, le premier postulat, peut-être avant de rentrer dans le matériau lui-même, c'est dans tous les cas, c'est l'économie de matière. C'est qu'effectivement, qu'on soit dans un choix de matière renouvelable ou standardisée aujourd'hui, l'objectif déjà, nous, dans un premier temps, c'est de vraiment travailler sur le minimum de matière et le positionner au meilleur endroit et au meilleur moment pour ces éléments. Et ça, donc déjà, ça conduit effectivement à une notion de frugalité dans la démarche. Ensuite, effectivement, quant aux matériaux, on se rend compte que ces matériaux-là, qui sont plutôt ancestraux de manière générale, qu'on réapprend en fait à utiliser, développent des éléments techniques et de confort qui vont bien au-delà en plus des matériaux classiques qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et donc c'est un moyen de relier
les incidences sur l'environnement, l'extraction sauvage et très, très violente des matériaux utilisés aujourd'hui, vers effectivement ce recours aux matériaux renouvelables à l'échelle de notre civilisation pour être en chemin effectivement d'une production plus vertueuse. Au niveau des matériaux, avant aussi on se questionne sur est-ce qu'on fait de la réhabilitation, est-ce qu'on travaille le déjà là, est-ce qu'on fonctionne voilà, sur cette frugalité. On est sur des projets aujourd'hui où on va réduire la matière au maximum. On a un projet, le Krebs, où on a imaginé avoir un squelette béton au minimum, parce qu'on est sur des problématiques d'équipement public, de feu, etc., où là, carrément c'est le bois qui va venir coffrer la matière. On a vu à 2 reprises un reportage qui nous a ébranlé. C'est le reportage de Denis Delestrac, Le Sable, enquête sur une disparition. C'est quelque chose qui nous a énormément marqué. 15 millions de tonnes de sable sont extraits chaque année des fonds marins. C'est la deuxième ressource la plus utilisée au monde, après l'eau. Et pour nous, aujourd'hui, on se dit que le sable, c'est donc une matière rare. Le béton, c'est donc une matière rare qu'il va falloir aussi préserver, mettre là au bon endroit et pas ailleurs. Et au contraire, on a tout un panel de matériaux qui sont riches, qui sont nombreux, qui sont même issus de déchets. On a la paille, on a le chanvre, on a la paille de riz. Donc voilà tous ces matériaux-là. Et puis aussi, par exemple, le bois qui est aussi renouvelable à l'échelle humaine, ce qui n'est pas le cas du sable, qui est plutôt sur des renouvellements à l'échelle de nos civilisations, enfin voilà, qui sont hors de ces dimensions-là de temps. Et aussi les matériaux géosourcés, comme la terre crue qui existe dans les 5 continents. Dominique pourra mieux en parler que nous, qui est une matière que si elle n'est pas additionnée avec du ciment peut être réemployée de manière infinie et qui a surtout des vertus et des qualités extraordinaires. C'est-à-dire que l'on est sur des matériaux sains. Aujourd'hui, les problématiques sanitaires font remonter la qualité de l'air, les perspirances, des niveaux thermiques exceptionnels. Aujourd'hui, notre boulot à nous, c'est de rendre ces matériaux-là sexy. Ce que vous avez déjà fait dans quelques réalisations, peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui. Philippe Effectivement, le site social a évoqué rapidement le sujet du bâtiment du Krebs qu'on est en train de réaliser, qui est en cours de chantier. Donc Krebs à Toulouse. Exactement, sur le site du campus de l'université et qui en fait révèle vraiment cette démarche-là, donc de limiter au maximum le matériau que l'on considère nous rare, qui est le béton, pour ses grandes vertus de portée, etc. Et un recours majoritairement au biosourcé avec l'ossature bois. Essentiellement avec une petite innovation où effectivement, comme dit Leslie, on a inversé le chemin critique du chantier, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le maçon qui dirige un peu les opérations, là c'est le charpentier bois qui mettait en place les murs et le gros œuvre venait derrière remplir ces petits poteaux béton. Donc au-delà de ça, il y a des démarches encore plus importantes sur le biosourcé, notamment à l'usine ARM, avec effectivement une usine entièrement faite en caissons de bois et de paille. En plus pour une chaudronnerie, donc c'était plutôt tiré par les cheveux, mais l'ensemble des intervenants ont suivi et appuyé ce projet-là. Et entre-temps, d'autres projets aujourd'hui voient le jour, avec notamment la terre crue qui apparaît de plus en plus dans nos projets, pour ses justement vertus, simplicité de mise en œuvre et toutes ces qualités hygrométriques et même en termes de gestion de l'odorat ou de qualité de l'air dans l'habitat. Et la période de confinement a fait énormément remonter ces problématiques justement de qualité de l'air. Donc on a pas mal de sujets effectivement aujourd'hui sur la table, que ce soit en test, grandeur nature, ou plus approprié déjà avec un peu plus d'expérience. Donc des matériaux qui semblent séduire de plus en plus de constructeurs ou de maîtres d'ouvrage, et pour lesquels vous avez également reçu des prix. Oui, on a eu effectivement l'honneur d'avoir l'année 2019 de belles récompenses. Je crois que c'est 9 récompenses au total, 8 ou 9 sur l'année, dont un prix international, donc justement pour l'usine ARM. Donc effectivement, c'est encourageant de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là. Ça valorise aussi beaucoup nos maîtres d'ouvrage parce que ce sont aujourd'hui des projets forcément engagés pour tout le monde. Ouais. Donc il faut du courage à tous les échelons pour y aller. Même les entreprises. Y compris, voilà, bien sûr, les entreprises. Et donc voilà, c'est aujourd'hui
au-delà des prix que Seuil reçoit, on a toujours partagé avec l'ensemble des acteurs. Dominique Gauzin-Muller, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets, visité de nombreuses villes et tiré des enseignements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les enseignements que vous avez pu tirer? Tout à fait. Pour moi, la ville verte, c'est d'abord une ville où on réduit la construction neuve au minimum et où on donne à l'existant une nouvelle vie avec de nouveaux usages, ceux dont on a besoin aujourd'hui. On peut citer par exemple, actuellement, il y a un projet très important à Paris, conçu par Philippe Madec, un des co-signataires du manifeste pour la frugalité heureuse et créative, et où en fait ils vont transformer 2 bâtiments existants à Paris en une médiathèque et une maison de réfugiés, avec entre les deux un bâtiment neuf qui va être avec une ossature bois et un remplissage en terre coulée. La terre coulée, c'est une technique qui est en train d'émerger actuellement, en particulier en France. Et le principe, c'est d'utiliser, quand on peut, la terre directement du site, ou alors pas très loin, puisque à Paris, avec le Grand Paris, il y a énormément de terre. Il y a d'ailleurs une fabrique d'éléments constructifs en terre qui est en cours de construction. Et voilà, comment faire, vous le disiez tout à l'heure, comment transformer des déchets en matériaux de construction. Donc d'abord, c'est faire avec l'existant, faire avec ce qui est déjà là, comme transformer une halle de marché en école maternelle à Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois qui est une des villes pionnières pour la construction en bois, et avec une isolation en paille, et avec aussi souvent des murs en briques de terre crue qui sont souvent fabriquées par les habitants de la ville dans le cadre de workshops. La ville verte, c'est aussi une ville qui ne subit plus l'hégémonie du béton, qui est responsable, outre d'une grande utilisation du sable qui, Leslie l'a très bien expliqué, est en train de devenir de plus en plus rare, qui est aussi responsable d'environ 7%, certains disent même 8% des émissions de CO2. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment agir. Je pense que le béton est un matériau précieux qu'il faut aujourd'hui réserver aux fondations, aux grands ouvrages d'art, et remplacer chaque fois que c'est possible par d'autres matériaux. Il y a la terre, Leslie en a très bien parlé, mais il y a aussi l'emploi du bois qui se généralise. Moi, j'ai écrit mon premier bouquin sur la construction en bois il y a maintenant plus de 30 ans, et beaucoup d'autres depuis. Donc, je ne peux que me réjouir de l'essor actuel du bois, et aussi du fait que le bois est en train de devenir un matériau, je dirais presque courant normal aussi pour des tours de 10 étages, 20 étages. Mais les arbres mettent plusieurs dizaines d'années à pousser. Selon les essences, on peut utiliser de l'eucalyptus après déjà 30 ans, mais il y en a d'autres qui ont besoin de 50, soit 60 ans, voire bien plus. Donc, il faut aussi aujourd'hui se tourner vers des matériaux à base de plantes à croissance rapide, comme la paille, le roseau, le chanvre, le lin. Ils offrent aujourd'hui une gigantesque opportunité pour stocker dès maintenant la grande quantité de carbone que nous devons stocker et lutter ainsi contre le réchauffement de la planète. Et la France, là, est très bien placée puisqu'elle a la chance de disposer de ces ressources en grande quantité. La paille est un coproduit de l'agriculture qui est souvent traité comme un déchet. Nous en avons de grandes quantités. Et d'ailleurs, depuis 2012, qui est la date de publication des règles professionnelles de la construction en paille, il y a au moins une centaine de bâtiments publics, souvent de grande envergure, souvent des équipements scolaires qui ont été réalisés en bois avec une isolation en paille entre des montants, ou alors dans des caissons, et il y en a beaucoup dans la région parisienne, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important de voir que la paille, on ne la voit pas. Le bois, souvent, on le voit, mais la paille, on ne la voit pas, et ça n'empêche pas qu'elle est là, et
même si on isolait tous les nouveaux bâtiments avec de la paille, ça n'utiliserait que peut-être quelques pourcents de la production annuelle. Donc, on a vraiment de quoi faire. Et ce qui est vraiment écologique, je le dis toujours à mes étudiants depuis 25 ans, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Et par exemple, il y a des charpentes en bois qui peuvent devenir à la fois plus filigranes, plus élégantes quand on utilise des connecteurs ou des tendeurs en métal. Donc, utilisons le matériau dans ses capacités maximales. Et pour terminer, peut-être parler aussi du béton de chanvre. Outre leur intérêt constructif et leurs avantages environnementaux, les fibres végétales participent à la dynamique des filières locales, comme on l'a vu justement pour le chanvre qui est traditionnellement planté en France. Ça a été soutenu entre autres par l'Ordre régional des architectes dans l'Île-de-France, et il y a aussi un essor là-dessus. Il y a plusieurs bâtiments de logements sociaux, neufs ou rénovations, qui ont été faits avec du béton de chanvre à Paris et dans la région parisienne, par exemple. Et Claire Simon de la RIVP est complètement conquise en tant que maître d'ouvrage, et elle dit: le béton de chanvre est un matériau isolant et respirant, adapté aux besoins de l'immeuble. Son aspect architectural est adapté aux attentes des architectes des bâtiments de France sur les immeubles anciens, et nous allons renforcer la part de matériaux biosourcés dans nos opérations à venir. Et ça, c'est la RIVP, un des principaux bailleurs sociaux de la région parisienne, qui le dit. Donc, il y a un véritable essor, et pour vivre en Allemagne et bien connaître ce qui se passe ailleurs en Europe, la France est vraiment pionnière, aussi bien sur la construction en paille que sur la construction en chanvre. Alors, du coup, deux questions. La première, est-ce que ces matériaux sont une source d'inspiration? Vous le dites, en France, ça devient visiblement le cas. Est-ce que c'est partagé de par le monde? Il y a vraiment beaucoup... Enfin, on a lancé le Fibre Award, donc le premier prix international d'architecture contemporaine en fibre végétale en 2018, avec Amaco en particulier, donc le centre de recherche sur les matériaux alternatifs. Et on a eu à peu près 250 propositions, candidatures, qu'on a présentées dans un livre et dans une exposition. Et là, on voit vraiment toute la richesse de ces matériaux, et selon le climat, selon les pays, c'est du bambou, par exemple, en particulier en Asie, en Amérique du Sud, avec lesquels on peut faire des bâtiments vraiment splendides, y compris de grande envergure. Merci Leslie. Justement, sur la couverture, on voit un gymnase qui a 15 mètres d'envergure, et construit entièrement en bambou, y compris les clous pour tenir les différents éléments sont en bambou. La couverture est aussi en bambou. Mais il y a aussi, on a trouvé au Danemark une maison qui a un bardage et une couverture en herbes marines, pas des algues, mais des herbes marines. On a aussi un exemple en briques de champignons. Donc, il y a vraiment toute une diversité. Il y a aussi, en France, on a plusieurs exemples avec des bardages et des couvertures en roseau. Et puis, il y a même dans cette collection, dans ce livre, un pont qui a été, enfin une passerelle qui est faite en herbe, là aussi une herbe qui s'appelle le ichou, c'est au Pérou. Le prix était sur les architectures contemporaines, mais là on a pris ce pont-là, bien qu'il existe depuis plusieurs siècles. Au Pérou, c'est pour relier de différentes communautés près du Machu Picchu, et en fait, certes, ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, et ils le reconstruisent, mais ils le reconstruisent tous les ans. Donc, quelque part, c'est un peu contemporain puisque c'est reconstruit tous les ans, et en 3 jours, toutes les communautés se mettent ensemble pour, à partir de cette herbe torsadée, faire d'abord des cordes, et ces cordes-là servent à faire d'abord le tablier. Il y a 4 cordes pour le tablier, il y en a 2 autres pour les garde-corps, et puis voilà. Donc, vous voyez cette très très large utilisation possible des herbes et des fibres végétales qui poussent en une année pour les roseaux, la paille, les herbes, et 5-6 ans pour le bambou.
Une question qui est revenue souvent en préparant cette émission et qui arrive d'ailleurs maintenant aussi sur le chat, la question des coûts. Est-ce que construire, pour le dire vite, écologique coûte plus cher que construire avec des matériaux traditionnels? Peut-être on démarre avec vous, Philippe, sur cette question. Alors, aujourd'hui, on est face à une réalité qui, effectivement, difficilement dire le contraire. La volonté de travailler avec ces matériaux écologiques coûte généralement plus cher par rapport à une construction classique. Seulement, en fait, il nous faut impérativement changer de paradigme. Il y a deux notions, je pense, qui sont essentielles à intégrer. C'est quel est le quid du coût écologique à moyen et long terme que l'on cède, et on retrouve là un peu la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants et futures générations. Donc il y a absolument cette prise de conscience qui doit rentrer en ligne de mire. Et le deuxième élément, c'est comment est-ce que on met en place un nouveau système de fonctionnement financier global, mais approprié au bâtiment d'autant plus, pour intégrer ces notions-là. Parce qu'effectivement, on va avoir énormément de mal à imaginer un après ou un autrement en gardant les règles du jeu d'aujourd'hui. Il nous faut absolument se mettre en ordre de marche pour gérer cette transition. Donc effectivement, aujourd'hui, on utilise le système, et aussi pour vous parler de comment aujourd'hui nous on arrive à développer ça. Mais il est impératif qu'en parallèle, d'autres notions de gestion financière, d'économie, en tout cas, et de flux se mettent en place pour que ces paradigmes-là changent. On est en ordre de marche, on est un peu comme si on faisait cette transition et cette bascule petit à petit avec nos maîtres d'ouvrage pour qu'on y arrive. On arrive à réaliser aujourd'hui des projets, que ce soit Brecop ou ARM ou les autres, sur des projets avec des coûts équivalents auprès du marché. Donc pour y arriver, c'est beaucoup de travail, co-construit avec les maîtres d'ouvrage, qui eux donnent énormément d'astuces sur des choses qu'ils peuvent faire en action pour réduire ces coûts-là. Mais après aussi, c'est d'avoir, comme l'a dit Dominique, utiliser la matière au minimum, donc être sur une notion de frugalité et de travail, aller à l'essentiel. On est aussi sur des accompagnements et des acteurs économiques tels que les élus ou les régions, etc., qui proposent des aides, en fait, qui nous aident, en tout cas nous, grâce à ces appels à projets, etc., à trouver des coûts, à compenser ces coûts-là. Et puis, on travaille aussi sur le coût global, sur les énergies, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions environnementales qui, à 5 ans, ou à 7 ans, ou à 10 ans, comme on les étudie, on va avoir un retour sur investissement qui va être intéressant. Aujourd'hui, par rapport aux acteurs, ce que moi je vois, c'est que ce soit les aménageurs, les promoteurs, les maîtres d'ouvrage de manière générale, les bureaux de contrôle, même les assureurs, les concepteurs, on se met tous autour de la table et on arrive à travailler et on va chercher. Aujourd'hui, on va dire que nous, ce qui nous bloque dans nos projets, ce sont les banquiers. C'est qu'aujourd'hui, les banquiers ne sont pas encore autour de la table, ils sont encore sur leur schéma ancien dans lequel il faut qu'on leur redonne une grille très spécifique. Et donc, du coup, on a du mal à agir tout simplement à cause de ces grilles parce qu'il manque des cases. Donc, changement de paradigme, comme disait Philippe. Emmanuel Druon, quel regard l'économe que vous êtes porte-t-il sur cette question ? L'économe que je suis, il faut peut-être que je donne quelques éléments de compréhension à votre public, parce que c'est quand même un néologisme qui n'est pas dans la langue courante pour l'instant. Ça va le devenir. Je vous parle en fait d'une expérience depuis 25 ans d'une entreprise où il s'est agi de se réinventer complètement aux normes du 21e siècle. Et les normes du 21e siècle sont très simples et très sobres. Elles sont celles que vous nous indiquez aujourd'hui et que nous indique notre feuille de route qui est écrite par le groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC. Les ressources s'épuisent, nous disent-ils, nous sommes dans un monde fini, les ressources s'épuisent et notre production industrielle continue d'exploiter les terres rares et de rejeter des déchets qui polluent toute la chaîne. Donc aujourd'hui, l'urgence est de comprendre comment on peut
se réapproprier le vivant, que ce soit dans la ville d'aujourd'hui ou celle de demain, ou que ce soit dans l'industrie. Choisir évidemment de produire d'une manière qui permette d'entreprendre sans détruire. L'économie, c'est depuis 25 ans la découverte que nous avons produite qu'il est plus économique de travailler de façon écologique. Contrairement à ce qu'on nous dit, les coûts, quand on est dans une démarche expérimentale, les coûts sont toujours très élevés. L'innovation coûte cher. Mais quand on arrive à industrialiser rapidement une méthode, en fait, on s'aperçoit que les coûts sont très inférieurs aux coûts financiers conventionnels. J'ai quelques exemples très concrets à vous donner, mais je voudrais dire qu'il y a un changement de paradigme à produire, qui est que quand on parle de coûts, naturellement, on pense finance. En l'occurrence, le seul coût qui compte dans notre démarche, en tout cas depuis 25 ans chez Pocheco, la priorité a été donnée au coût pour la santé humaine, d'abord, et au coût pour notre écologie. C'est-à-dire qu'il faut absolument en tenir compte parce que nous ne sommes pas hors sol et que donc l'économie, ça consiste à essayer, si vous voulez, de transformer notre horizon, changer notre regard sur l'entreprise, sur la manière d'entreprendre, pour essayer d'intégrer l'idée que nous sommes la nature et que c'est un suicide collectif auquel on procède si on n'en tient pas plus compte. Donc, il y a dans la démarche de Philippe, de Leslie, de toute l'équipe de Seuil Architecture, que je profite de cette occasion pour les saluer, et dans la démarche que nous explique Dominique depuis maintenant plus de 30 ans, il est temps qu'on les écoute, il est temps qu'on les entende, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre option. Vous disiez tout à l'heure le monde d'après, et vous disiez qu'on a été très bousculé par la crise du Covid qui n'est pas terminée. Je dirais, moi, que tout commence au nom de nos morts, au nom des familles qui ont souffert, qui ont eu des disparus, en leur nom. Tout commence. Commençons à réfléchir. On pourrait se dire qu'a priori, ces matériaux biosourcés, géosourcés, etc., sont moins chers que des matériaux fabriqués. Est-ce que, du coup, ça se répercute directement sur les coûts de construction? Et comme le disait Emmanuel Druon, est-ce que entreprendre d'un point de vue de manière écologique est plus économique? C'est ce qu'on a repris un peu tout à l'heure, c'est effectivement cette notion à la fois de responsabilité et de citoyen habitant de cet écosystème Terre. C'est aussi, pour rejoindre cette idée de changement de paradigme qu'on évoquait, il y a un terme aussi qu'il faudrait peut-être bannir en fait du langage international, c'est on ne vit pas sur Terre, mais peut-être qu'on vit dans l'écosystème Terre. Ça a l'air de rien peut-être, mais de faire sur Terre, il y a une notion de je suis sur quelque chose, je peux écraser quelque chose, je suis supérieur à quelque chose. Et si, de manière très très simple, on se relocalise dans cette notion qu'on fait partie d'un écosystème, même la notion de monde fini, elle peut arriver à disparaître dans le sens où la nature, lorsqu'on s'intègre vraiment dans cette notion d'écosystème, elle est abondante. Et c'est pour ça qu'on est très intégré dans cette notion de régénérer aujourd'hui ces milieux-là pour reconstruire effectivement ce cercle vertueux et ne plus être dans une notion de monde fini, mais au contraire d'une prospérité équilibrée par rapport à ça. Et en ce sens-là, le coût deviendra complètement, ne sera plus un élément en fait de discussion parce que l'objectif, l'a très bien dit Emmanuel, c'est avant tout la survie des espèces vivantes de manière générale. Donc, on fera avec. Alors peut-être pour compléter cet élément-là, rappeler quelques chiffres. Le secteur du bâtiment représente aujourd'hui 44% de l'énergie consommée en France. Il est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'utilisation de ces matériaux dans la construction comme dans la rénovation permet
ou permettrait de faire évoluer sensiblement ces chiffres. Peut-être poser la question à Dominique Gozin-Muller. Alors, quand on dit, alors déjà, oui, c'est effectivement 44% de l'énergie, 25% des émissions de CO2 en direct, mais si on considère aussi tout ce qui est annexe ou connexe, on arrive à peu près à 40%. Et de la même manière, ça consomme, le bâtiment consomme aussi à peu près 40% des autres ressources, autres que l'énergie. Et produit à peu près 40%, voire plus, des déchets. Donc, globalement, les professionnels du bâtiment ont une immense responsabilité dans les changements climatiques, en fait, tout simplement. Notamment dans le neuf, où effectivement, la construction neuve représente 60% de la consommation de gaz à effet de serre dans la vie du bâtiment, 40% dans sa durée de vie, de la maintenance, et 60% dans la construction. Donc effectivement, l'enjeu est de taille et il y a une forte responsabilité dès le début. Après, c'est vrai qu'on travaille énormément sur les analyses de cycle de vie, les ACV. La problématique qu'on retrouve, c'est que pour pouvoir mettre en place ces analyses de cycle de vie, on prend les matériaux qui constituent l'ensemble du projet, on les étudie et on les classe. On donne des chiffres qui vont donner finalement le point bilan carbone. Sauf que pour pouvoir intégrer dans la machine un certain nombre de données, il faut avoir fait des fiches INES. Et en gros, la paille, la terre, tous ces matériaux-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'industriel derrière. Donc il n'y a pas de fiche. Et donc c'est des matériaux qui se font pénaliser et qui sont presque moins bons que du béton. Donc on est sur un niveau... intégrer la réflexion sur les matériaux au préalable à la construction d'aujourd'hui. Sur la baisse que pourrait générer l'utilisation de ces matériaux, est-ce qu'on a une idée chiffrée de ce que ça pourrait générer? Dominique? Quand on sait, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le béton, c'est à peu près 7 à 8% des émissions de CO2, si on arrive à diminuer la quantité de béton armé produite, et de toute façon, on va être amené à le faire puisqu'il y a de moins en moins de sable. Il y a déjà, par exemple, au Maroc, des plages qui ont été pillées pour faire du béton. Donc, ça veut dire que vraiment, bientôt, on ne pourra plus faire le béton. Et c'est pour ça que je pense que comme c'est précieux, il faut le garder pour que pendant encore des décennies, on puisse l'utiliser là où on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, très typiquement, si au lieu d'utiliser du béton armé, on utilise du bois ou de l'isolant en paille, etc., on va pouvoir diminuer ces 7%. Et ces 7%, c'est quand même beaucoup plus que les émissions de CO2 dues au transport aérien, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui pèse vraiment beaucoup dans la balance. Alors, autre thématique, l'utilisation de ces matériaux pour fabriquer la ville, puisque c'est bien l'enjeu. Est-ce que ça favoriserait notre rapport à la nature? Et comme le demandait un des auditeurs, est-ce que c'est un moyen de mettre la campagne en ville? Ça rejoint effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux, tout est lié. Donc on a, et la période que l'on vient de vivre a aussi révélé ça, au-delà des problèmes dits de confort intérieur, ce qui a été très fort de voir au niveau des témoignages, c'est cette déconnexion au vivant, à la nature, qu'ont pu vivre de nombreuses personnes à travers ce confinement. Et on doit absolument réintégrer ces obligations-là d'être sur un rapport plus équilibré des espaces urbanisés et des espaces naturels pour que physiologiquement ça marche, mais pas que, puisque du coup ça participe à énormément d'éléments positifs pour la vie ensemble, notamment la notion d'îlot de fraîcheur dont on parle souvent, mais qui effectivement va devenir de plus en plus nécessaire et important dans les années à venir, avec un réchauffement climatique qu'on aura du mal à freiner de manière radicale. Donc ces îlots de fraîcheur sont indispensables. Et il y a un troisième élément, c'est effectivement la ville nourricière,
Donc c'est aussi ne pas être uniquement dans cette ville ornementation et décor, mais être aussi dans cette notion de ville nourricière, sans être dans une notion d'autonomie urbaine, mais de participer effectivement à alimenter les territoires au plus proche. Moi, je peux donner peut-être 2 éclairages, 2 exemples, je ne sais pas. Par exemple, on est en train de réhabiliter un lycée à Montauban, le lycée Bourdelle. On est sur un ensemble de cours en enrobé aujourd'hui de 16 000 m². L'objectif de ce projet-là, c'est de sortir tout l'enrobé de la cour et de régénérer les milieux, puisque les terres ont été stérilisées par les couches d'enrobé. On travaille avec un paysagiste. Il faut 3 années pour lui, minimum, qui va être aussi expérientiel, pour renaturer, régénérer ce milieu-là, faire en sorte de faire revenir la vie. Donc, première plantation, on va faire du fauchage qui va venir amender la terre pour recréer. Et on espère entre 18 mois à 3 ans pour voir revenir les lombrics. Donc, c'est pouvoir quand même les délais qu'il faut pour arriver à renaturer. Donc, c'est quand même important. Une deuxième réflexion qu'on a pu avoir au travers d'un projet urbain où on a réfléchi sur le déjà là pour ne pas, parce qu'en fait on était face à une problématique, on nous demandait de faire une tabula rasa et de refaire un projet urbain complet. Donc on a plutôt dit on va travailler le déjà là qui est déjà avec des éléments bâtis qui coûtent cher si on doit, et végétal, voilà. C'est que si jamais on doit démolir, il va falloir construire énormément pour compenser les surcoûts. Et aussi recréer avec les grandes formes de paysage tous les éléments constituant le paysage et notamment faire des éléments nourriciers. Sur les îlots de fraîcheur, Dominique Gauzin-Muller, j'avais envie d'un peu d'avoir votre regard puisque c'est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Tout à fait. Je crois qu'il y a quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'année de la canicule en France, il y a eu jusqu'à 8 degrés de différence entre le centre de Paris et des villes de banlieue situées à une quarantaine de kilomètres. 8 degrés. Et on sait à quel point ce sont ces degrés au-dessus de 35 degrés, par exemple, qui sont importants, aussi physiologiquement pour les personnes âgées en particulier qui sont très sensibles. On se rappelle le nombre de personnes âgées que nous avons perdues cette année-là. Et donc, il faut absolument travailler sur cette intégration de la nature en ville. Et ça commence à être modélisé. Il y a un bureau d'études qui s'appelle Tribu. Là, justement, mon nouveau livre est une monographie sur 30 ans de projets de Tribu. Et au départ, il s'intéressait seulement au bioclimatisme, à la ventilation naturelle, etc. Et là, depuis quelques années, ils sont passés aussi à l'échelle urbaine et en particulier, ils travaillent beaucoup sur les îlots de fraîcheur. Mais quand on regarde l'architecture vernaculaire, l'architecture arabe, par exemple, je pense à l'Alhambra de Grenade ou au jardin de la Koutoubia à Marrakech, eh bien, nous avons la présence du végétal et de l'eau. Parce que de tout temps, le rapport à l'eau a été aussi un des vecteurs d'attractivité d'une ville. On connaît la métamorphose de Londres lorsque les quais de la Tamise, tout d'un coup, ont été rendus aux promeneurs. Et il y a plein d'autres villes où aussi du travail sur le retour à l'eau qui apporte aussi de la fraîcheur est important. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un quartier qui s'appelle Akerbrygge c'était sur la friche portuaire, c'est vraiment au cœur d'Oslo, tout un quartier mixte, mais avec beaucoup de résidentiels. Eh bien, il y a des pontons et au centre d'Oslo, on peut se baigner dans le fjord. Où on peut, moi, une fois, on y était un été il y a quelques années, il y avait des courses de kayak à 800 mètres de la mairie d'Oslo. Donc, il y a tout ce rapport-là qui transforme
l'attractivité des villes et on connaît, donc ça c'est plus près, mais à Lyon par exemple, depuis la transformation des berges d'abord du Rhône et après de la Saône, ça a complètement transformé la ville. Quand on va à Lyon, les gens en soirée, tout le monde se promène sur les bords des fleuves. Donc il y a vraiment tout un travail là-dessus. Et on parle souvent des écoquartiers allemands, en particulier ceux de Fribourg et de Tübingen. Et une des choses qui sont les plus attractives, c'est ce qui fait leur charme en fait. C'est pas forcément l'architecture qui, d'une certaine manière, est souvent assez banale, mais c'est la priorité qui est donnée aux cyclistes et aux piétons, en particulier aux enfants. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que c'est un autre de mes dadas. Et ils peuvent y jouer en toute tranquillité, c'est-à-dire que quand on est dans une grande ville comme Fribourg, qui a plusieurs centaines de milliers d'habitants, et qu'on peut laisser ces gamins jouer au pied de son immeuble en toute tranquillité parce que la prochaine voiture, elle passe à 200 mètres, ça change la vie. Ouais, on va revenir sur les questions de mobilité, notamment un petit peu après. Une question qui nous est posée, la ville doit-elle toujours être initiée aujourd'hui comme un programme immobilier ou plutôt comme un écosystème biomimétique? Leslie? C'est une question qui reboucle un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur cette notion de promoteur avec ces banquiers qui finalement ont ces contraintes-là, et comment on va embarquer tous ces acteurs-là pour aller vers des projets un peu comme ce projet urbain sur lequel on a pu plancher, où on a réfléchi à créer des écosystèmes. Ces écosystèmes, c'est quoi et c'est comment on a cherché à les définir? C'est de retravailler la programmation, de faire en sorte qu'il puisse y avoir de la mutualisation. Pourquoi pas mettre des bureaux à côté de logements, faire en sorte qu'on puisse mutualiser les énergies. Les logements vont bénéficier par exemple de l'énergie plutôt le week-end, alors que les bureaux plutôt la semaine. Et puis aussi mutualiser les déchets, pourquoi pas les récolter. Et dans ce projet-là, on allait jusqu'à créer de la méthanisation pour pouvoir créer de l'énergie, etc. Emmanuel Druon, est-ce que cette réflexion et cette manière de penser entrent dans le champ de l'économie? Oui, je ne l'ai pas bien exprimé tout à l'heure, je le regrette. Tout ce que vous décrivez là, on l'a fait en fait. On a effectivement, par exemple, démonté un bâtiment qui avait brûlé et la dalle a été retirée. Et je confirme qu'en 3 saisons, les lombrics sont revenus et que c'est aujourd'hui un verger foisonnant. Et tout ça a déjà une dizaine d'années chez nous, donc ça fonctionne parfaitement bien. Le fait de réensauvager les lieux dans lesquels on se trouve, il y a 235 000 sites industriels en France. On pourrait imaginer de créer 235 000 corridors de biodiversité. Le bureau d'études qu'on a créé chez Pocheco accompagne aujourd'hui partout dans le monde des entreprises qui décident de se considérer non plus comme des bâtiments hors sol, mais comme des lieux où l'on vit, des lieux que l'on habite et où l'on vit. Et le fait de rétablir un lien avec le vivant de façon permanente, c'est pas une manière de décorer l'environnement de l'entreprise pour faire joli. C'est une manière de dire que notre rapport au travail intègre le fait que nous sommes dans un monde vivant et que nous voulons participer de cela et que même 8 heures par jour, on ne veut pas s'en couper. Il y a quelque chose là qui est à intégrer dans toutes nos démarches. Donc, l'économie se met en œuvre absolument sur tout. Nous l'avons mise en œuvre sur les matières premières. En effet, des ressources renouvelables à l'échelle du temps humain, une analyse du cycle de vie systématique, même quand les fiches n'existent pas, parce qu'on peut les écrire et que l'on peut contribuer en remontant les données dans la base de données EcoInvent à l'ONI à New York, ce que nous avons fait. Pour toutes nos matières premières, on a tout changé, nous, en 25 ans. On a changé les encres, on a changé les colles, on a changé le type de papier qu'on utilisait, de façon à rendre tout ça à la fois recyclable et biodégradable. On a fait une usine, notre usine aujourd'hui, elle est zéro déchet, elle est zéro fossile, elle est zéro fissile, elle est
autosuffisante en ressources électriques. On produit notre énergie. Mais elle est aussi équipée de rafraîchissement d'air adiabatique. Elle est autosuffisante en ressources hydriques. Toute l'eau qu'on reçoit nous permet ensuite de nettoyer nos machines, puisqu'il n'y a plus de produits toxiques dans les encres et dans les cols, donc on est capable de nettoyer nos machines à l'eau de pluie et avec du savon de Marseille. Et tout ça est ensuite recyclé dans notre bambousette de phytorémédiation, où le système racinaire des bambous décompose les souillures qui en font une ressource à nouveau, de la biomasse. Donc on se chauffe à l'eau de pluie en récupérant les déchets qui sont produits sur le site. Donc les déchets sont une ressource, et puis le bâtiment qui date de 1848, parce qu'en effet chez Pocheco nous avons choisi depuis 25 ans de rénover. Alors on a utilisé et on utilise en effet la terre crue, la paille, le bois, mais aussi la toiture qui était très abîmée, qui datait de 1848, qui était des vieilles tuiles en terre cuite. On les a descendues d'un étage, on les a réduites en billes d'argile et on les a remontées sur la toiture pour créer une toiture végétale et qui nous protège en effet des écarts de température qu'on connaît aussi dans le Nord. Donc en fait, le fait de recréer, et on a créé aussi un espace pour faire de la permaculture et de l'agroforesterie, mais aussi pour dépolluer les sols avec de l'agromine en faisant intervenir les chercheurs, les professeurs Marie-Odile Simoneau et Guillaume Echevarria du CNRS de Nancy pour dépolluer les sols sur place. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que l'entreprise, le lieu où l'on travaille, est un lieu vivant, comme au même titre que nos bâtiments doivent le devenir, et qu'il faut en effet favoriser la rénovation. On a, nous, dans nos rénovations et dans nos changements de paradigme, nous avons dépensé en 25 ans 10 millions d'euros et nous en avons économisé 15. Donc quand je parle d'économie, je parle de sommes d'argent gigantesques, 5 millions d'euros d'économie, parce que nous avons accepté de changer notre manière de voir et de s'adapter. Alors, moi, je suis ravi quand j'entends ce que fait aujourd'hui Leslie, Philippe et leur équipe, parce que en effet, alors j'aurais adoré les connaître quand je m'y suis mis il y a 25 ans, parce qu'il y a 25 ans, on passait pour des tordus, pour des Khmers verts, pour des hurluberlus, pour des gens un peu problématiques. Moi, on me demandait si j'avais la taille critique, si tout ça était bien sérieux, est-ce qu'il fallait pas plutôt se concentrer pour devenir le numéro 1 mondial de quelque chose. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de considérer que dans notre rapport au travail, il n'y a pas de notion de destruction. Je veux terminer là-dessus pour vous dire que j'évoque en effet la transformation créatrice. Parce qu'on a vécu depuis 1950, d'abord avec l'avènement du plastique et aussi avec l'avènement de l'idée qu'il fallait faire de la destruction créatrice, nous dit Schumpeter. Eh bien non, je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt envisager la transformation créatrice. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure le poids sur le bilan carbone global, le poids du carbone avec le béton. Vous avez évoqué ces chiffres-là. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des nouvelles lunes qui apparaissent à notre époque, notamment le numérique qui viendrait résoudre tous les problèmes. On parle beaucoup de dématérialisation. Il faut beaucoup de matériel pour numériser. Et aujourd'hui, le numérique pèse 10% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, il ne faut pas nous raconter des histoires sur le fait que le numérique va raser gratis. C'est pas le cas. Aujourd'hui, le numérique est une ressource extraordinairement polluante, aussi bien du point de vue des terres rares que des déchets accumulés. Donc, attention aux nouvelles lunes et de pas tomber dans le panneau des fausses promesses de la société contemporaine. Les GAFA sont parmi les pollueurs les plus prédateurs que nous connaissions à notre époque contemporaine. Donc, questionnons-nous sur à la fois nos habitudes et effectivement sur un certain nombre d'idées reçues sur lesquelles il faut qu'on travaille. On va revenir un petit peu plus tard dans nos échanges sur le rôle du numérique et en effet comment l'adapter à la ville peut-être. Une petite pause avec vous Yann et peut-être une mise en perspective de ce qu'on vient d'entendre. Je reprends peut-être la question d'un participant. Raisonnablement, y a-t-il une tendance générale qui se dégagerait sur l'orientation principale que prendrait cette nouvelle ville ?
Je crois qu'on a entendu beaucoup de pistes là dans ce premier temps. Il faut dire d'abord, on part de très très loin. Pourquoi? Si on revient aux origines, l'origine de la ville dans la mythologie, c'est Romulus qui trace un trait dans la terre et qui dit là, c'est Rome, c'est la civilisation, de l'autre côté, c'est la campagne, c'est la barbarie. Voilà. Donc la tension nature-culture de la ville, elle se construit là, dans un rapport conflictuel. Lorsqu'il y a cette industrialisation qui donne naissance à l'urbanisation, c'est-à-dire lorsque vivre en ville devient le mode de vie dominant, je crois que dans le monde, c'est 2007, le moment où il y a eu plus d'urbains que ruraux, le basculement, mais en France, c'est plutôt, on était d'ailleurs un peu en retard, c'est les années 1930. Eh bien, on prend conscience que ce mode de vie urbain, il ne peut pas faire l'économie de la nature. Et donc, on a tout un tas d'inspirateurs, de pionniers comme Ebenezer Howard, la Cité Jardin, voilà, mettre vraiment la nature au cœur de la ville. On a Frank Lloyd Wright qui, lui, veut faire disparaître la ville, c'est la Cité-nation. Même Le Corbusier, qui est un fan du béton, la ville verticale pour libérer de l'espace, pour derrière travailler. Mais on est toujours dans une approche progressiste d'arraisonnement de la nature. Voilà, la nature, on doit la domestiquer, on doit la raisonner. Là, ce que j'entends de nouveau, vraiment dans ce qui est dit, c'est justement comment la nature et la culture ne sont pas dans une opposition en ville, mais dans une recherche de symbiose. Alors, j'ai bien aimé entendre parler des rythmes du vivant. Voilà, c'est un peu le vivant d'ailleurs qui fait le lien entre la nature et la culture. Il faudrait adopter un rythme chronobiologique du développement de la ville qui va respecter tout simplement les grands cycles naturels. Et on doit s'aligner là-dessus parce que nous sommes aussi du vivant. Et donc si on déconnecte notre rythme biologique du rythme de la masse biologique, eh bien à un moment on va se désynchroniser et on arrive à la destruction. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve, notamment dans l'approche du matériau. Le matériau et le vivant imposent ce rythme-là, ce rythme chronobiologique de la ville. Et donc là, ça m'a vraiment intéressé, notamment parce que dès qu'on parle de matériaux, on va aussi parler de territoire. Voilà, on va regarder comment un territoire amène ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde, par exemple, les grands explorateurs, les grands explorateurs de l'Arctique, ils sont partis avec des savoirs extraordinaires de la civilisation, des bateaux très bien fichus. Ils avaient inventé les boîtes de conserve, donc ils avaient une tonne de boîtes de conserve. Ils ont crevé de faim et de froid, alors qu'à côté, il y avait des Inuits qui vivaient dans des igloos, qui avaient constitué ça avec la glace. Ils étaient au chaud et ils étaient rassasiés parce qu'ils étaient gavés de chair de graisse de phoque. Tout simplement, ils avaient un mode de vie totalement résilient par rapport à des conditions climatiques extrêmes. Et on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais en fait, on sait bien qu'il faut parler de changement climatique. Il y a des endroits où il fera très chaud, des endroits où il fera très froid, des endroits où il va pleuvoir énormément. Et donc, il va falloir développer un savoir, mais aussi un savoir-faire en lien avec une culture qui va permettre de développer ces modes de vie résilients et non pas des solutions parachutées et universelles. La dernière chose que j'ai entendue qui est vraiment en rupture, c'est rompre avec la préférence pour le présent. Alors, les banquiers, dans le discours, étaient les porteurs de cette préférence pour le présent, mais en fait, chacun de nous, on est en conflit permanent à essayer de court-circuiter cette préférence pour le présent. Et le mode de vie actuel et le numérique, à travers les applications hyper addictives, est en permanence en train de stimuler cette préférence pour le présent. Et il va falloir qu'on réussisse à s'affranchir de cette préférence pour le présent, au moment même d'ailleurs où le numérique a créé tout un écosystème, alors pas au sens écologique, pour faire en sorte qu'on soit toujours concentré sur la satisfaction immédiate des désirs, voilà, au détriment des résultats à long terme. Donc là, ça va vraiment être l'enjeu, ça va être de réussir à être capable, on a parlé à un moment au début, d'avenir désiré, de faire de cet avenir désiré le moteur du projet urbain. La ville comme symbole des changements à impulser de manière urgente. Plusieurs questions ont été posées autour de l'alimentation. J'en ai retenu deux. Comment remplacer la végétation décorative par du nourricier et quelle résilience alimentaire pour la ville de demain? Est-ce que vous, dans vos opérations, vous avez déjà impulsé ce type de réflexion? Leslie? Vas-y. Juste, je voulais rebondir sur la notion du rythme de la nature. On a dernièrement consulté une écobiologue avec qui on travaille
et qui nous dit bon, mais alors sur le projet, on va pouvoir le faire. Par contre, au niveau du chantier, on ne pourra pas faire du bruit au printemps parce que c'est le moment où il y a les reproductions d'oiseaux, etc. Il va falloir le prendre en compte. Donc en fait, ça chamboule complètement un planning chantier où on sait que les délais sont importants et que les plannings, c'est de l'argent quand on écoute les schémas classiques. Oui, il faut... alors les banquiers, nous, on pense qu'au contraire, demain, ils seront autour de la table et on sait que ce sera des acteurs qui seront moteurs. On a confiance. C'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été invités. Donc il faut qu'on les amène. Moi, je suis très confiante par rapport à ça. Il y a aussi des citoyens derrière les banquiers et il y a des perspectives où il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils s'y retrouvent eux aussi dans les nouveaux paradigmes sur la notion alimentaire. On a déjà fait des projets aussi de toitures végétalisées, jardins avec des dimensions comestibles. Alors, où on a raisonné vraiment à des échelles de projets raisonnables et pas, on va dire, ornementaux, mettre énormément de greenwashing. C'est pas du tout ça. C'était de travailler équilibré, de dire, on va pas mettre une toiture très importante parce que surtout, ce qui va être important, c'est de récolter suffisamment d'eau pour que le peu de toiture qu'on va mettre va pouvoir être arrosé et de manière autonome. Pourquoi pas à ce moment-là avoir plutôt le poulailler à côté pour pouvoir créer aussi tout un système, un écosystème vertueux qui va faire que ça va fonctionner ensemble. Et puis il y a plein de solutions, il y a des solutions même locales qui se font. Je pense à une amie, notamment Adopte ma tomate, où par exemple sur Toulouse, on propose de mettre en relation des gens, que ce soit des jardiniers qui n'ont pas de jardin ou des personnes qui ont des jardins qui n'ont pas forcément qui veulent pas forcément faire le jardin. Donc il y a tous ces réseaux à mettre en place. Effectivement, en complément un peu à l'image, mais à une plus petite échelle effectivement que d'Emmanuel, notre site où nous sommes actuellement et nos internautes, la plupart le connaissent bien, a été aussi un lieu expérimental où lorsqu'on est arrivé ici sur ce site, c'était un site mort. Il y avait alors pourtant c'était vert, mais il y avait vraiment une végétation très aride et en tout cas pas du tout abondante dans le sens où elle apporte cette notion aussi d'alimentation. Et on a effectivement transformé complètement à travers cette notion d'îlot de fraîcheur. On y a greffé effectivement cette abondance aujourd'hui alimentaire. Et on a des vignes qui explosent en ce moment, on a des pruniers, on a donc un potager sur le toit. Tout ça participe à ces échelles-là. Et aujourd'hui, il y a de tas d'initiatives et de recherches partout en France, de micro-forêts, de micro-potagers qui ont des niveaux de rendement hallucinants, tout ça en combinant effectivement les plantes qui vont bien, etc. Donc en fait il n'y a pas de problématique technique, il n'y a pas de problématique de surface, c'est juste il y a qu'à quoi. Après on avait pensé parce que en gros là effectivement notre site, et on a fait de l'autoconstruction pendant 7 ans, ça a été un vrai investissement, etc. Mais nous ce qu'on imaginerait à l'échelle de quartier, ça serait pourquoi pas donner la possibilité sur une rue ou sur un quartier de récupérer des dents creuses qui pourraient être transmis par la municipalité. La municipalité, aujourd'hui, on est sur des projets où, quand on fait des projets avec des plans de masse, avec des jardins, des choses comme ça, où on va rétrocéder derrière ces traversées vertes, ils n'en veulent pas. Ils n'arrivent pas à tout entretenir. Donc moi, je me dis, pourquoi pas, à l'échelle de rue, avoir ces petites dents creuses qu'on pourrait remettre à disposition de tout un ensemble, qui pourrait, par un système de gouvernance, le gérer. Une gouvernance partagée. Voilà, une gouvernance partagée, où les gens pourraient aller dans ces lieux-là. Ils décideraient ensemble collectivement, au nom aussi du bien collectif, de dire nous on va faire plutôt un éco-lodge, ou on va faire un poulailler, ou on va faire du potager. Ils le décident. Ensuite, ils l'entretiennent gratuitement. Tout le monde peut y aller parce que c'est des espaces verts accessibles. Et pourquoi pas recontribuer derrière pour la collectivité en offrant des œufs pour les cantines ou des légumes, etc. Donc mettre en partage des choses où aussi les habitants puissent avoir ces liens à ces espaces privilégiés. C'est ce qu'on appelle la résilience alimentaire. Peut-être vous interroger, Dominique Gozin-Muller, sur ce que vous avez vu sur ce sujet-là à travers vos voyages. Est-ce que l'alimentation joue un rôle dans les villes et dans les villes de demain? Est-ce que ça peut être une source d'inspiration?
Alors, avant de parler de l'étranger, je voulais déjà vous parler d'Aquitanis, qui est le bailleur social sans doute le plus innovant en France. Je crois que vous le connaissez, Leslie et Philippe. Oui. Et il y a déjà, depuis au moins une douzaine d'années, que tous leurs projets sont construits avec des matériaux locaux. Pendant longtemps, c'était du bois des Landes. Et puis là, ils ont découvert sur une ZAC à Biganos qu'il y avait 2 gisements de terre à côté. Donc là, ils sont en train de lancer quelque chose avec 600 logements à base de bois et de terre. Et dans tout leur programme, il y a des jardins partagés et ils font aussi de l'habitat participatif. Donc, quand un bailleur social qui a peut-être 10 000 logements à gérer s'engage comme ça, tout d'un coup, ça change les choses. Et d'ailleurs, petite nouvelle, le directeur général d'Aquitanis qui a fait ça d'une manière magnifique pendant 15 ans, il vient d'être élu à la ville résiliente à Bordeaux. Donc, on espère qu'il va pouvoir faire les choses à grande échelle. Il s'appelle Bernard Blanc. Autrement, cette ville résiliente et cette ville, surtout cette ville nourricière, une exposition au pavillon de l'Arsenal l'a très bien montré il y a quelques années à Paris, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a quelques décennies. On faisait des cerises à Montmorency, à Montreuil, on faisait les pêches, une autre banlieue parisienne, on faisait des abricots, une autre, c'était les spécialistes des haricots verts, etc. Donc, en fonction du microclimat, en fonction de la qualité de la terre, ils fournissaient Paris en légumes et en fruits. Donc, je pense que quelque chose qui n'a été perdu que depuis quelques décennies devrait pouvoir se retrouver aussi. Et ce que tu racontais, Leslie, sur l'utilisation des dents creuses pour faire des potagers, moi je l'ai vu en Corée du Sud, dans des villages. Vraiment, chaque fois qu'il y avait un petit terrain, eh ben, le petit terrain, il n'était pas libre, même s'il faisait que 20 mètres carrés, il était couvert de légumes. Et ce qui m'a le plus amusé, c'est que même les trottoirs, donc dans un village dont je ne me rappelle plus le nom, mais il y a entre la chaussée et le mur qui entourait les maisons, eh bien, au lieu d'avoir un trottoir sur lequel on marchait, il y avait de la terre et des carottes, des choux, etc. Et dans le quartier, la Smart City de Songdo, qui est la plus connue des Smart Cities, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tout à l'heure, eh bien, c'est une Smart City qui ça fait 610 hectares au sud de Séoul. Et en une quinzaine d'années, ils ont créé des logements, des tours, des gratte-ciel pour 65 000 habitants avec 300 000 emplois. Eh bien, même là, ils ont gardé tout un îlot, à peu près 1 hectare, pour des jardins partagés, pour des potagers, et vraiment avec une densité, une productivité tout à fait étonnante. Et là, il n'y a pas de clôture pour dire ça c'est ma partie, etc. C'est vraiment tout est couvert de verre, tout est couvert de légumes. Et à Singapour, il y a aussi des exemples. En Afrique du Sud, à Durban, j'ai vu aussi le toit d'un parking, je crois, parking et bureau qui était couvert de jardins potagers dans des sacs ou dans des bidons coupés en deux, etc. Et qui ça allait vraiment directement du producteur au consommateur, puisqu'il y avait une petite partie pour un restaurant. Et donc, tout le monde allait manger là des produits qui venaient juste d'être ramassés. Donc, pour moi, la ville résiliente, c'est ça, c'est être capable de produire ses propres légumes. Et d'ailleurs, j'ai moi-même, sur une toute petite surface et sur un terrain très argileux, donc où il n'y a rien qui pousse, ben, j'ai un potager en sac. J'ai une 50aine de sacs maintenant, et on arrive à faire des repas. Comme nous sommes végétariens depuis une dizaine d'années, on arrive à faire des repas. Alors, on ne produit ni l'huile, ni le vinaigre, ni le sel, mais le reste vient de mon jardin, ramassé 1 heure plus tôt.
Voilà, donc j'y crois vraiment. Est-ce qu'on pourrait considérer que l'alimentation joue un rôle pour rendre la ville plus amicale, plus sociale, permettre davantage de rencontres? Est-ce que c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer? Peut-être je vous laisse le démarrage de la réponse, Dominique Gozin-Muller. En tout cas, pour moi, l'alimentation est importante. Je vous ai dit que j'étais végétarienne, je le suis par conscience écologique et aussi par rapport à mes étudiants. Enfin, je dis, je ne veux pas prôner face à mes étudiants une architecture écologique en allant en Porsche travailler. J'ai jamais eu de voiture, j'y vais en train ou en vélo ou en bus. Et ils peuvent pas me voir manger un steak à midi, quoi. Donc pour moi, ça fait vraiment partie d'une logique et aussi de cette résilience qui est absolument nécessaire. Emmanuel a tellement bien expliqué. Emmanuel, tu parles comme un livre. Je ne suis pas étonnée que tu en écrives. Et tu as donné envie. Enfin, quand on t'entend parler, on se demande pourquoi il y a encore des entreprises qui font autre chose que ce que toi tu fais. Vous savez, là, il y a dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un endroit entre deux bars qui a été transformé en potager. Eh bien, les gens qui cultivent ce potager, ils se rencontrent et on s'échange des graines et on s'échange, on sait tous. Il y a un moment où on a trop de courgettes, l'autre il n'en a peut-être pas, mais il a peut-être des poivrons. Et on échange. Donc le potager est vraiment le lieu de partage par excellence, de partage du vivant non encore poussé, c'est-à-dire les graines, et du partage du vivant qui est là. Et ça montre aussi la complémentarité. Justement, il y en a qui font des légumes, il y en a qui font, voilà. Et donc on échange. Donc, pour moi, oui, cette ville nourricière est vraiment un lieu de partage et de recréation de liens bienveillants entre les habitants. Un complément, Leslie et Philippe, est-ce que vous travaillez aussi sur des projets de la sorte? Bon, déjà, on est dans le sud, donc nous, bien manger, voilà, en plus portugais, bon, tout ça, ça valorise. Non, ce que je retiens de ce que dit Dominique aussi, c'est cette notion de partage de différents acteurs. Tout de suite, ça me fait penser à Bricop, ces habitants qui ont un habitat participatif, qui pendant toute la période du Covid n'ont pas du tout ou très peu souffert, parce qu'en fait ils ont vécu comme un village vertical, hein. Donc ils ont une salle partagée, ils ont des chambres d'amis, bon là en l'occurrence c'est pas forcément utilisé, une buanderie, une toiture jardin avec effectivement une grande terrasse où ils ont pu faire des cours entre eux, s'échanger, etc. C'est très intergénérationnel, avec plutôt un public, enfin vraiment des seniors. Je crois que notre grand senior c'est Jean, qui a plus de 90 ans, et puis on a eu des bébés aussi. Alors je dis, c'est vrai que je me fais un peu intégrer au projet, des bébés qui sont nés le même jour, l'année dernière, et donc on est dans cette dimension où les gens vont co-investir ces lieux-là, travailler, échanger, s'organiser pour que la vie soit plus douce en fait. Ouais, c'est le temps file. Emmanuel? Si vous m'entendez, oui. Je trouve que dans ce que dit Leslie et dans ce que disait Dominique il y a une minute, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on entende. C'est la recherche de cohérence. Hein, le fait quand Dominique nous dit qu'elle est végétarienne parce qu'elle ne va pas manger un steak devant des étudiants quand elle défend depuis 30 ans les projets qu'elle défend, et ce que vient de dire Leslie, c'est-à-dire cette capacité d'empathie et de se sentir complètement partie prenante du projet d'Abricop, ce qui fait que ce projet sort finalement de terre sous cette forme, c'est aussi cette cohérence. C'est-à-dire que dans le fait de se trouver de nouveau en lien avec le vivant, on retrouve notre cohérence. Nous chez Pocheco, on avait, je pense que le site, quand je l'ai pris en 97, je crois qu'il devait être couvert à 95%. Et on a restitué, aujourd'hui, il y a 90% du site où le
la goutte d'eau tombe directement dans la terre vers la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'on a complètement détoxifié le sol, on l'a libéré. Et tout à l'heure, vous évoquiez les dents creuses dans les villes et vous disiez, oui, les municipalités ne savent plus comment les entretenir. Mais qu'ils arrêtent, tout simplement. La nature n'a pas besoin qu'on l'entretienne. Libérons-la, réensauvageons les dents creuses. Et si on y fait quelque chose, comme par exemple de la permaculture, de l'agroforesterie, pourquoi pas? Mais si l'on n'y fait rien, et alors? La nature nous a pas attendu. Nous, dans notre champ qui est adjacent à l'usine, où nous produisons nos propres légumes et nos propres fruits pour l'équipe et pour le village. C'est un village de 1770 habitants dans lequel nous nous trouvons en emprise, si vous voulez. Eh bien, on laisse faire la nature. On fait de la phénoculture. On fait selon la méthode qui a été développée par Didier Helmstetter, en tout cas théorisée par lui et qu'on a mise en œuvre et que ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va intervenir le moins possible. La nature ne nous a pas attendu. Ce qui pose problème, c'est quand nous, humains, cherchons à la contrôler. En fait, il n'y a rien à contrôler du tout. Il y a juste à laisser le vivant être. Tant qu'on n'aura pas été au bout d'une compréhension par l'analyse, le biomimétisme, les réflexions, le travail de recherche, tant qu'on ne comprendra pas le vivant, laissons-le. Ça fait des millions d'années qu'il fait des choses très intelligemment, sans avoir besoin de nous et de manière parfaitement résiliente. Je crois que tous nos raisonnements peuvent commencer par cela. Alors, j'entendais aussi tout à l'heure, et j'ai vu que Yann avait réagi à un moment où il a utilisé le mot écosystème et il a précisé, oui, enfin, bon, attention aussi aux mots qu'on utilise, s'il vous plaît, parce que dans les tartes à la crème contemporaines, il y a le fait d'aller mettre le mot écosystème à toutes les sauces. Attention, ils sont fragiles, les écosystèmes. Alors le mot doit être utilisé, si vous me le permettez, puisque je parle comme un livre. Utilisons les mots avec un peu de parcimonie et surtout, comme nous le dit et nous le rappelle Dominique, s'il vous plaît, mettons du contenu en faisant ce que l'on dit et en disant ce que l'on fait. Ce que font Philippe, Leslie et leur équipe, c'est très sensible de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands discours, mais il y a vraiment des actes qui vont dans la direction de ce que l'on prône. Soyons ceux que nous défendons, si vous voulez, le projet que nous défendons. Nous, chez Pogeco, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 25 ans et le fait de pouvoir se relier à cette forme-là de cohérence, ça redonne du sens au travail, ça redonne du sens au projet de l'entreprise. Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées à ce point, c'est parce qu'on est encore dans les systèmes de management à l'anglo-saxonne. Parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un qui est un manifeste d'anti-management, précisément parce que je crois que ça fait partie des raisonnements qui nous ont perdus. Il faut revenir à plus de cohérence pour se retrouver dans les circuits courts, dans des systèmes résilients et qui soient mieux respectueux de notre nature humaine. Alors peut-être le temps file, hein, donc on n'aura peut-être pas le temps d'aborder tous les thèmes qu'on pourrait aborder. Je vous propose de garder la parole encore quelques minutes, Emmanuel Druon. Vous parliez du management, référence aussi à ce que vous avez écrit dans le syndrome du poisson lune. Peut-être répondre à quelques questions qui ont été posées autour de ce sujet. Quelle nouvelle façon de travailler dans la ville d'après? Quels enseignements tirer de la crise que nous venons de traverser, où nous avons expérimenté à grande échelle le télétravail? Comment est-ce que vous imaginez l'économie et l'activité économique dans la ville d'après? Je vais vous répondre, c'est promis Valérie, mais je crois que Dominique, vous ne l'avez pas vu, mais Dominique avait envie de réagir à mon propos précédent et j'aimerais lui laisser quelques minutes pour Alors laissons-lui les quelques minutes et puis je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est très bienveillant de ta part. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au projet de Leslie et de Philippe. Moi, j'ai été véritablement très touchée quand j'ai visité ces deux bâtiments. J'ai visité Abricop et l'usine ARM. ARM. Ouais, et aussi l'habitat participatif. Et quand on est arrivé, tout le monde a embrassé Leslie.
pas seulement le directeur, mais aussi les ouvriers dans l'usine, dans les habitants, tous les étages. Et je pense qu'ils ont réussi à convaincre leurs clients par leur cohérence aussi. Oui. Et j'ai eu la chance de visiter énormément de bâtiments. Je n'ai encore jamais visité un bâtiment où tout le monde embrasse l'architecte, où tout le monde demande à l'architecte comment vont les enfants, comment vont. Et Leslie connaissait aussi le nom de leurs enfants. Enfin, c'était une grande famille. Et je crois que cette bienveillance et cette cohérence, cette authenticité est vraiment la clé de la réussite de leur travail. Donc, c'était un hommage à nos deux amis qui m'ont véritablement touchée par ce travail. Merci Dominique. Quand Leslie nous a reçus chez ARM et chez Abricop, et moi j'ai dormi chez Abricop, j'ai vu la même chose et j'ai eu le même ressenti, exactement comme toi Dominique, et c'est effectivement tout à fait frappant. Et je vais finir par répondre à la question de Valérie, mais je voulais quand même poser moi aussi une question à Leslie et Philippe. On a évoqué en entrée de webinaire, vous avez évoqué la lettre magnifique que vous avez écrite à vos enfants. Que vous ont-ils répondu? Voilà un vaste débat qui pourrait s'engager. Rapidement, en plus les joies du direct, mais moi vous voyez bien quand on est en live, je vais devoir moi m'occuper parce que j'ai du coup un oral de concours qui est en début d'après-midi, donc je suis ravi que ça fonctionne. Je vais vous laisser. Mais rapidement, effectivement, pour nous, ils ont été dans un premier temps assez surpris en fait de se retrouver dans cette aventure, d'être entre guillemets délivré comme ça publiquement là-dessus. Mais après, effectivement, pas surpris sur la démarche dans le sens où mais ils sont éduqués dans ce schéma-là, donc ils incarnent aussi cette changement et ces notions-là, ils les vivent au quotidien avec nous. Et ils sont aussi très motivés effectivement à participer à ça et ont même dit qu'ils étaient fiers d'être là-dedans et de pouvoir avancer. Donc c'était chouette. Merci Philippe, du coup on vous laisse. Un grand merci à tout le monde, désolé de partir comme un sauvage en plein milieu, mais encore merci à tout le monde et à vous deux, et puis à très bientôt. Emmanuel, quelques mots sur la question de l'économie, et puis on terminera cette émission. Bon, pour moi, et l'expérimentation depuis 25 ans que nous éprouvons chez Pocheco et que de manière empirique nous mettons en œuvre, et aujourd'hui, encore une fois, dans pas mal de pays dans le monde, avec notre bureau d'études, on a pu accompagner plusieurs dizaines de milliers de salariés. L'économie n'est pas contradictoire avec l'écologie, c'est une question seulement de choix. Et les choix que vous avez décrits pendant toute cette rencontre sont exactement les choix qui nous permettent de raccrocher et de faire que l'économie redevienne un moyen plutôt qu'une fin en soi. Ce qui, selon nous, flingue tous les projets, c'est le fait que l'argent devienne une fin en soi pour une minorité. On a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays riche et on sait que 10 multinationales dans le monde engendrent à peu près 90% des déchets non recyclables qui sont relâchés dans les océans. Donc, il y a assez peu de choses à faire pour changer ce modèle. C'est une question de choix et c'est une question individuelle. Et ce que nous avons essayé, nous, et que nous continuons d'essayer de faire dans notre équipe et avec les gens qui nous accompagnent dans cette démarche, les gens avec lesquels on se rencontre, il y a l'idée que nous réapproprions le vivant. Nous avons le droit de revendiquer notre droit à vivre collectivement dans un monde qui soit pas surexploité et où le réchauffement climatique ne galope pas. Donc, il y a des manières de travailler. Notre façon de travailler a fait qu'il n'y a plus d'échelon hiérarchique chez nous.
parce qu'on ne se départit pas de sa citoyenneté quand on franchit les portes de l'entreprise. Et que donc les problèmes qui sont ceux que l'on confronte tous les jours, les mauvaises nouvelles du journal télévisé, dans la journée qui suit, on essaye de construire notre journée de travail pour, à notre échelle, résoudre les problématiques globales qu'on a entendues la veille. Il n'y a que la façon d'agir de façon individuelle sur qui vient, qui va nous permettre de nous reconnecter au vivant. C'est-à-dire, on nous a bassinés avec la globalisation mondiale et la mondialisation globale, on nous abreuve de choses dont nous n'avons pas besoin. Dans le fond, le meilleur moyen de réagir, c'est peut-être de façon individuelle, de se réapproprier. Ce que j'ai vu chez ARM, dans cette scope que Leslie nous a présentée, et cette usine économique extraordinaire, sortie de terre, est un lieu justement où l'échange est possible et où on retrouve les capacités de bon sens qui sont celles que évoquait Dominique tout à l'heure. Utiliser du bambou dans les pays où c'est utile, faire son potager, recréer bien, que l'urbanisation et une certaine forme de capitalisme de prédation, il faut bien le dire, nous ont imposé. Ça n'est pas nos choix, ce ne sont pas nos choix. Nos choix sont des choix plus simples, plus sobres et qui sont mieux en lien avec le vivant. Dans l'économie comme ailleurs, inspirer la ville en retrouvant de la cohérence et du sens. Peut-être Yann, un dernier mot d'analyse sur cette deuxième partie de nos échanges. Oui, ce que je retiens et ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est la cohérence. Et notamment avec le début de cette séquence, c'était sur l'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est vrai biologiquement et c'est vrai socialement. C'est-à-dire la façon dont nous mangeons, puisque nous avons besoin de manger et le manger nous ramène au vivant, la façon dont nous mangeons, la façon dont nous produisons, nous dit ce que nous sommes, à la fois biologiquement, puisque ce qui rentre nous construit, et socialement, le corps social, le corps biologique et le corps social. Et donc, ça démarre, par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, ça peut démarrer là, effectivement. La façon dont nous mangeons peut contribuer à dire ce que nous sommes. Et ça, c'est très important parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans ce monde de préférence pour le présent, eh bien, souvent, un argument opposé à la transition, c'est long. Voilà, le résultat est incertain et c'est très long. Et effectivement, de la même manière, si j'ai envie de faire le marathon de Toulouse l'année prochaine et que j'ai pas commencé à courir, ça va être très très dur. Et si je reste obsédé sur ces résultats-là, je vais me décourager. Parce que courir 42 km, c'est très très long. Par contre, à partir du moment où je mets mes chaussures et que je vais courir quelques centaines de mètres, je suis pas marathonien, mais je suis coureur. Voilà. Et je crois qu'on doit pouvoir se concentrer d'abord sur ce que nous voulons être et se dire qu'effectivement, ça va produire ce résultat. Mais si on est omnibulé par le résultat dont on nous dit qu'il est hypothétique, à long terme, etc., et que peut-être certains disent que finalement on ne peut pas y faire grand-chose, on va se décourager. Voilà. Donc concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire, c'est être entreprenant. Et l'alimentation, par exemple, peut être un moyen de devenir ce que nous voulons être. Bien, merci. Il y a des tas de thèmes qu'on aurait aimé aborder. Il faudra poursuivre la mobilité, la ville connectée, la ville amicale. C'est voilà bien d'autres sujets. Avant de clore cette émission, Leslie, un dernier mot pour nous révéler une surprise pour les participants. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux faire un dernier petit rebouclage? C'est trop dur d'arrêter, mais par rapport à ce que dit Yann, il y a deux choses. Pour nous, ce qui est important, c'est la vision. En tant qu'entrepreneur, on a une vision, mais c'est avec notre équipe qu'on fabrique les outils. Demain, par exemple, là, ils reviennent tous aujourd'hui, ils sont en train de se réinstaller, ils ont fait du télétravail jusqu'à aujourd'hui. Ça a très bien marché chez nous. Et demain, on va faire un atelier participatif ensemble pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir demain réintroduire ce télétravail de manière plus active, mais avec eux. Et nous, on a peut-être une vision à long terme, donc c'est ça qui est important. Et ce que dit Yann, c'est effectivement ce qui est important, c'est le chemin. C'est d'y aller ensemble et finalement de passer ces bons moments ensemble. Ce que je voulais dire, donc à nos invités, je ne sais pas trop, il faut regarder, j'ai l'impression d'être dans un élément de télé-réalité, le livre d'Emmanuel Druon, donc on souhaite
avec un tirage au sort, avec une main innocente. Ce sera Laure, qui est un beau bébé, qui va tirer pour pouvoir offrir 25 livres à l'un de nos invités. Voilà, on vous demandera, celui qui sera tiré au sort, on vous écrira pour que vous puissiez nous envoyer votre adresse postale et qu'on puisse vous l'envoyer. On est vraiment ravis. Et puis, on vous donnera aussi, on vous enverra notre nouveau magazine, le numéro 6, voilà, qui s'affiche, et on vous l'enverra aussi en PDF. Et pour ceux qui le voudront, on pourra aussi vous l'envoyer en papier. Merci Leslie, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci Dominique Gauzin-Muller, Emmanuel Druon et Yann Ferguson pour avoir éclairé nos sources d'inspiration pour la ville de demain. Également un grand merci aux partenaires de cet événement, l'entreprise de bâtiment SMAC et le bureau d'études Ecovitalis, ainsi qu'à Lab Réalisation et une ingénierie du groupe D'un Seuil à l'Autre. Vous retrouverez cette émission en replay sur le site de Seuil Architecture. Leslie et Philippe Gonsalves proposeront également de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Elles ont été très nombreuses et c'est chouette. J'espère que les occasions de continuer à échanger sur ces thèmes se multiplieront. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci aussi à Valérie. Au revoir. Merci.